Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci Gabriel de nous avoir rejoints pour cette rencontre. Alors, par correction, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une première remarque ou une question, même si à brûle-pourpoint, c'est parfois un petit peu difficile. Je voulais vous remercier d'être là. Je suis très heureux de cette rencontre. Merci d'avoir une attitude finalement assez gaulienne, qui est de résister à la psychose, de se retrouver dans une salle. Voilà, c'est ce qui nous fait le plus peur en ce moment. Alors, du coup, moi, il y a monsieur qui veut démarrer. Bonjour, merci de d'avoir réalisé ce film. Une question un peu banale. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce film ? Oui. Et puis, d'autre part, est-ce qu'il y a une intention par rapport au moment que nous vivons en Europe pour avoir fait ce film maintenant ? Alors, pour répondre à la première partie de votre question sur les motivations, moi j'ai un parcours où je travaille aussi en documentaire beaucoup. En tout cas, il fut un temps où j'en faisais pas mal. Et j'ai rencontré, si je puis dire, à la fois De Gaulle et la France libre à de nombreuses reprises. J'ai travaillé sur des documentaires sur la France libre, j'ai travaillé sur des documentaires sur la guerre d'Algérie, sur la politique, la Ve République et ainsi de suite. Donc j'ai toujours croisé finalement ce personnage. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, il n'y a peut-être pas de hasard. Je rentre par ce travail documentaire dans une préparation assez profonde au fond. Parce qu'un documentaire, c'est des mois et des mois de recherche, de travail, d'échange avec les historiens. Et je dis finalement, je me suis nourri de pas mal de choses. Comme je fais aussi de la fiction, pourquoi ne pas faire quelque chose de cette maturation ? Et puis je me suis interrogé, je me suis dit, bon voilà, les anglo-saxons n'hésitent pas à s'emparer de leurs personnages d'histoire. Churchill a donné lieu à plus de 18 films et séries. Les plus récents, Les Heures sombres, The Crown, sont de remarquables réussites. Et voilà, je me suis dit finalement, nous, De Gaulle, dans le cinéma français, ça n'existe pas. Donc voilà, avec ma co-scénariste, on s'est posé la question et on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Soyons inconscients, allons-y sans trop réfléchir. Et notre premier geste scénaristique, ça a été d'opérer un choix de narration. C'est-à-dire ne pas se perdre dans ce qui pourrait être une frise chronologique qui serait en fait un livre d'histoire, puisque De Gaulle, c'est tous les grands événements du XXe siècle. Et on s'est dit peut-être que ce qui est intéressant d'un point de vue dramaturgique, c'est le moment où il devient De Gaulle. Le moment où, finalement, la prise de décision le fait rompre à la fois avec tout ce qu'il était et en même temps le fait devenir tout ce qu'il sera. Voilà. Et le deuxième geste scénaristique qu'on a opéré avec Valérie, ma co-scénariste, c'était de raconter Yvonne. Simplement, pas simplement Charles, mais de raconter aussi qu'à côté de lui, selon la formule un peu éculée, il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'encore une fois, en s'appuyant, et on pourrait en parler sur les écrits, les lettres, les témoignages, lui redonner un rôle finalement que l'histoire a un peu effacé. Voilà. Et puis, ah oui, la deuxième partie de la question, le rapport à aujourd'hui. Alors ça nous échappe, parce que quand vous concevez un film, c'est souvent 3 ans, déjà la première idée, puis vous voyez, le scénario, c'est peut-être 2 ans, le temps qu'on trouve les financements, ça met du temps. C'est-à-dire qu'on ne le pense pas exactement sortir à une époque précise, dans un but précis. Après, moi, je pense profondément et que les films d'histoire sont souvent à la fois évidemment des tentatives de reconstituer une époque finie, terminée, mais c'est surtout l'émanation de l'époque qui les pense et les produit. C'est-à-dire qu'ils passent toujours dans un film d'histoire, en plus de la reconstitution, le souffle de l'époque qui les a conçus. On n'y peut rien. Et chaque film d'histoire en est le témoin. Vraiment, vous prenez par exemple le premier conflit mondial, 14-18, vous avez eu depuis 1919 voilà, 100 ans de cinéma et 100 ans de vision de 14-18, et ça va de J'accuse d'Abel Gans, 1919, qui raconte la guerre, mais à la façon 1919, jusqu'à Sam Mendes, 1917, qui raconte aussi notre époque dans son angoisse. Voilà, c'est un film de survie. Et voilà, bref. Donc c'est une vraie réflexion que vous posez sur qu'est-ce qu'un film d'histoire, qui est à la fois le témoignage d'une époque et puis aussi le reflet de son époque. Oui, bonjour. En fait, nous sommes venus voir ce film parce que nous avions envie de le voir. Nous ne savions pas qu'il y avait une rencontre, donc nous profitons doublement de cette incursion ici.
Moi, je voulais dire que j'avais trouvé très réussi ce mélange entre l'histoire intime et ce qu'on appelle la grande histoire, et que les transitions entre les deux sont très harmonieuses et très équilibrées. Elles sont très naturelles. Je me demandais, je trouvais un moment très fort, c'est celui où Churchill parle de la solitude de Gaulle, parce qu'en fait, ça renvoie à sa solitude d'homme, de père de famille, et à sa solitude en tant que premier résistant. Je me demandais si vous aviez travaillé sur des documents précis, notamment les lettres. Est-ce qu'elles existent? Est-ce que vous les avez inventées ou imaginées? Et puis, deux petits détails. Pourquoi Charles de Gaulle porte son alliance à la main droite et pas à la main gauche? Voilà, ça c'est un petit détail. C'est drôle de voir ça. Qui m'a un peu surpris. Oui. Alors, pour répondre à ce petit détail que tout le monde remarque, étonnant, eh bien c'est la vérité, et ça a été confirmé, c'est confirmé par les quelques photos, et puis par Anne de la Roulière, qui est la petite fille de Charles-Yvonne de Gaulle, qui a vu le film et qui a dit « Ah, vous n'avez pas loupé ça ». C'est qu'en fait, il avait eu une blessure à la guerre de 14 à la main gauche, ce qui l'empêchait, en tout cas, rendait le port de l'Alliance plus difficile, voire douloureux. Donc c'est pour ça, sinon ce ne serait jamais autorisé à changer de... Et d'ailleurs, moi, je n'avais pas eu l'idée, c'est la billeuse qui m'a dit « Si je me réfère aux photos, il le porte... » Voilà. Et du coup, on s'est dit « Pourquoi ?» Et on a cherché, on a trouvé ça. Et première partie de votre question, sur les sources. Alors, on a travaillé essentiellement, évidemment, d'abord les biographies qui existent sur De Gaulle, il y en a des milliers de pages. Sur Yvonne de Gaulle, il y en a quelques-unes, il y en a 3, qui s'intéressent particulièrement à elle. Et puis, évidemment, la source principale, c'était les mémoires de guerre, mémoires d'espoir, où De Gaulle parle évidemment de politique, mais beaucoup aussi en creux de sa femme, de sa famille. Il ouvre quand même les mémoires par cette phrase « Pour vous, chère Yvonne, sans qui tout cela n'aurait pas été possible », ce qui est un bel hommage quand même sur sa place et le rôle déterminant sûrement qu'elle a eu. Quand il parle de cette période, il a aussi une phrase qui nous a marqué, on s'est dit, cette phrase, elle peut nous servir à raconter leur relation. Il dit, De Gaulle, dans ses mémoires, « À ce moment-là, nous étions bien appuyés l'un contre l'autre ». Ce qui est une belle formule pour dire qu'ils s'aiment, évidemment, mais qu'un appui, c'est l'un et l'autre se tiennent mutuellement, vous voyez. C'est-à-dire que si voilà, donc les mémoires sont une bonne source. Et d'ailleurs, les relire, c'est intéressant, parce que le film est vraiment, je ne dirais pas qu'il est l'adaptation des mémoires, mais sur cette période-là, on s'est beaucoup appuyé sur le ressenti de Gaulle. Il parle de la solitude, et certaines scènes du film sont la retranscription directe en mise en scène de ce qu'il dit, par exemple. Il parle d'un saut dans l'inconnu. Donc nous, le saut dans l'inconnu, on a voulu, en mise en scène, le retranscrire par ce moment où ils sont au bord des falaises. Vous savez, alors ça, la situation est vraie. Il est allé voir sa famille à Carantec. Il y a même une plaque à Carantec, dans la maison, où il dit « Ici, le général de Gaulle a passé une demi-heure avant de partir pour Londres ». Et on s'est dit, en mise en scène, mais ils ne vont pas se voir dans une maison. Il faut que ce saut dans l'inconnu, on le sente par la mise en scène, par l'image. Et donc, on a fait le choix de les mettre sur ces falaises, dans ce décor grandiose, où on sent que voilà, il y a le vide derrière lui. Il y a même des plans où on les voit un petit peu d'en haut pour signifier ce vertige. Autre scène qui émane totalement des mémoires, il dit dans ses mémoires que quand il prend l'avion pour quitter Bordeaux, le 16 juin, quand il apprend que Pétain a pris la tête du gouvernement et que lui n'est plus rien, en tout cas politiquement, et qu'il s'en va, il dit « J'étais dans cet avion qui m'amenait vers l'Angleterre, et par le hublot, je regardais le port de La Rochelle et le port de Rochefort en feu, et je savais que je laissais derrière moi un pays à feu et à sang. » Et moi, j'ai voulu qu'il y ait cette scène, et qu'on voit par le hublot ce qu'il voit, vous voyez. Alors, on ne dit pas que c'est La Rochelle, etc., mais on voit que c'est un pays dévasté avec des flammes, et voilà. Donc les mémoires sont une source, et puis il y a les lettres qu'ils s'écrivent quotidiennement. Il en reste quelques-unes. Elles sont dans le film authentiques, sauf une, celle qu'elle brûle. Par définition, comme elle la brûle, on s'est autorisé à écrire à la façon d'eux. Mais toutes les lettres sont les mots de Gaulle. Et c'est étonnant d'ailleurs de penser qu'il lui écrit ces mots-là, quoi. Ma petite femme chérie, je pense tous les jours à toi, il me tarde de te retrouver. Enfin bref, tous ces mots qui sont des mots simples, hein, des mots d'amour, mais on n'imagine pas cet homme que l'on voit toujours comme une statue froide, etc.,
être dans cette émotion-là. Donc c'est tous ces plis-là de l'histoire qu'on a voulu déplier pour raconter, en fait, raconter l'intimité et raconter que cet homme n'est pas un concept, n'est pas une statue, c'est un homme fait de chair et de sang, avec sa sensibilité, avec sa distance, avec sa froideur, mais dans l'espace privé. Et encore une fois, la famille qui a vu le film a dit, mais on les reconnaît totalement. Ils étaient aussi comme ça. C'était pas, il y avait de la distance, il y avait de la pudeur, mais les choses étaient dites. Si je peux me permettre, ça donne d'ailleurs d'autant plus de force du coup dans ce choix de narration dont vous avez parlé au début. Oui, mais parce que j'ai donné le micro au fond. Je dis ça donne d'autant plus de force d'avoir réussi à capter comme ça justement cette relation avec le côté intime ouais. que nous connaissons beaucoup moins bien, à ce qu'est la décision. Moi, je trouve que c'est aussi un film qui est très beau sur ce que c'est qu'une décision. Enfin, la manière dont vous avez parlé de la mise en scène sur la falaise, justement, et ce que je trouve aussi très beau, c'est le choix d'avoir que la décision, il n'y a pas que lui qui la prend. C'est-à-dire aussi le personnage de Yvonne de Gaulle qui... Elle le pousse d'ailleurs à rencontrer son destin d'une certaine façon. Et du coup, ça rend aussi la mesure de ce que ça veut dire que de prendre une décision qui vous engage totalement. En tout cas, c'était l'idée du film, c'était d'arriver à raconter la prise de décision. C'est-à-dire que c'est pas un coup de tête, c'est pas une réaction. C'est une réaction, bien sûr, mais ça vient pas de nulle part. C'est une longue construction, une maturation qui vient en fait de ce qu'il pense de la situation, de ce que sont ses théories militaires, politiques et ainsi de suite, et de sa vision, qui est une vraie vision politique, qui enjambe l'événement. C'est-à-dire qu'il considère que l'événement dramatique de l'invasion, de la disparition même de la France, est inimaginable et donc ne pourra pas tenir. Elle va durer un temps, mais ce temps va être dépassé. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle en politique une vision. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, où on gère le quotidien et le lendemain du quotidien et ainsi de suite, sans avoir finalement de vue plus lointaine. Je voulais simplement ajouter qu'à la famille de Gaulle, vous avez un peu oublié Philippe, qui a quand même fini la guerre. Mon père était le second de son bateau, et il a fini la guerre sur le bateau, et c'était des bateaux construits par les Anglais, et donc il a eu son importance dans la famille. On parle beaucoup d'Anne, c'est normal, mais il y avait aussi lui. C'est vrai. D'ailleurs, ces mémoires et ces récits nous ont servi, j'ai oublié de le dire dans nos sources, et nous ont beaucoup servi parce qu'il était évidemment un témoin privilégié de ce qu'étaient ses parents. Il en parle très bien. Mais c'est vrai que Philippe est dans le film, mais nous, le film s'arrêtant le 19 juin, ce que vous racontez, c'est-à-dire le moment où il déplie ses ailes et où il s'engage, ça arrive après. Mais on le voit effectivement pousser pour y aller, et avec des parents qui, comme tous les parents, peuvent aussi s'inquiéter. Mais c'est vrai qu'il a eu aussi un parcours assez exemplaire et ça devait être très compliqué d'être le fils de... Il y a un monsieur il est devenu amiral. Ouais. Votre film, il est fantastique. Parce que ça manquait. Ça, vraiment, fallait le faire. Et bravo. Merci beaucoup. Il n'y a que toute petite chose qui manque, c'est déjà le résultat qui s'est fait très vite. Le ralliement des Français à l'époque, de ceux qui l'ont rejoint, ses compagnons, parce que c'est l'histoire de ses compagnons. Ceux qui ont été faits compagnons, ce sont ceux qui l'ont rejoint le lendemain ou sur le lendemain. Oui. Et ça aurait été bien un peu d'avoir... Alors, je suis d'accord avec vous, et je vais vous dire une chose, c'est que le premier scénario était plus long. Le premier scénario s'arrêtait le 14 juillet 1940. Pourquoi le 14 juillet? C'est une date symbolique, c'est surtout la date que De Gaulle choisit de fêter à Londres, la fête nationale, ce qui est quand même un truc, voilà, une provocation aussi, de dire, voilà, non, la nation est toujours là, je l'incarne et je fais la fête nationale. Et où effectivement, il remet, il y a des images, les premières médailles de la France libre, la Croix de Lorraine, aux premiers alliés qui seront pas plus de 200 ou 250, alors les marins pêcheurs de l'île de Sein, les Français qui étaient à Londres qui l'ont rejoint, ceux qui ont traversé la Manche et ainsi de suite. Mais enfin, ils sont vraiment une poignée, les images sont très touchantes. Et nous, on voulait finir là-dessus. Et on voulait terminer par les images d'archives qui montrent ça. Mais
le problème d'un film, c'est aussi un problème de production. C'est qu'à un moment donné, je n'avais pas les moyens d'aller jusque-là en termes de récit. Je ne pouvais pas avoir des semaines et des semaines de tournage en plus. Et donc, on a dû trouver un autre point qui est en fait 3 petits points. Qui sont en fait 3 petits points. C'est-à-dire qu'on finit sur ce qui est le cœur du film, le retrouvail personnel, intime, familial, et l'épopée de la France libre, qui est suggérée, hein, mais qu'on ne pouvait pas raconter, mais qui mériterait un deuxième film, sait-on jamais. Oui, exactement. Exactement. Mais un petit peu quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont. Enfin, beaucoup de gens. Il y a un petit noyau qui a. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. L'effet même de l'appel du 18 juin oui. se fait immédiatement. Mais je suis d'accord. Et je ne comprends pas, je suis d'accord avec vous, parce que moi j'ai tourné autour du sujet, vraiment ça fait des années, je me dis mais pourquoi ça n'est... Je ne comprends pas qu'il n'y ait jamais eu un film de fiction sur les 150 marins de l'île de Sein qui ont pris leur bateau dans la nuit, qui sont partis, sur les premiers alliés, sur Leclerc, sur ces gens qui sont partis comme des chevaliers. Eux aussi sautant dans l'inconnu, etc. Et puis l'épopée qui continue d'année en année avec toutes ces péripéties. Je ne comprends pas comment cette page héroïque n'existe pas en fiction. C'est un mystère. Je ne sais pas si c'est de l'autocensure, si c'est... je ne sais pas. Ah, quelqu'un a une réponse. Vous avez le sujet pour le prochain film. Peut-être. Alors, on a peut-être une réponse. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. De Gaulle n'appartient pas à ma famille politique, mais bon, c'était quand j'étais jeune. Ce qui me frappe toujours chez cet homme, c'est pas rien l'armée, l'institution. C'est toute une éducation, c'est tout un passé. Ce sont des personnes extrêmement croyantes, et pourquoi pas, j'ai aucune critique, mais c'est un univers, c'est un monde de discipline. Et d'obéissance. C'est un monde de service de l'État. La marine française, c'est pas rien. Ça n'a jamais été rien d'ailleurs, mais c'est un monde au service de l'État. Et c'est toujours une stupéfaction pour moi de voir cet homme qui sort d'un moule institutionnel, qui a sa personnalité. C'est pas ça qui me bouleverse, mais qui m'interroge, voilà, comme dit mon épouse. Donc, c'est ça qui me frappe. Et si, effectivement, moi je fais une interprétation, si par exemple il y a une certaine réticence dans la mentalité collective à parler de ces gens admirables, enfin ces héros de l'île, etc., c'est parce qu'il y a une transgression fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui incarne la légalité dans le pays, si c'est factuel, c'est Pétain, c'est le mage. Et beaucoup de gens en France étaient pétainistes parce qu'il incarnait la légitimité. Et De Gaulle, c'est une sorte de transgression. Oui, c'est un rebelle. Finalement, c'est un rebelle. Et c'est quand même surprenant de voir comment un homme qui est, enfin voilà, je ne veux pas m'étendre, mais qui est dans un certain sillon, sort du sillon pour y revenir. C'est ça qui nous a intéressés, c'est-à-dire comment cet homme construit comme un militaire depuis toujours. Il a 50 ans, c'est pas non plus à 50 ans qu'on fait la Révolution. Comment il arrive à tout rompre, y compris effectivement cette culture et cette éducation militaire à laquelle dont il est le fruit et dont voilà. Et c'est pas rien. C'est pour ça que je dis c'est pas un coup de tête. C'est vraiment l'aboutissement au fond de sa vision, ce qu'on disait tout à l'heure, de sa vision de ce qu'est le pays. Il y a une part de patriotisme certainement. Il y a peut-être une part d'orgueil, comme le dit Churchill. Vous êtes un orgueilleux, 2 fois dans son destin. D'inconscience peut-être. En tout cas, il y a plusieurs moteurs qui arrivent à lui donner cette force-là. Et voilà, c'est ça en tout cas qu'avec Lambert Wilson, on a aussi essayé de construire, parce qu'il s'interrogeait en disant, mais c'est comme tous les acteurs, il se dit, quels sont les moteurs qui font que le personnage se met en action? C'est ça un acteur quand il travaille, il cherche les... Et donc on a dit, moi je lui ai dit, il ne peut pas y en avoir qu'un. Parce que sur une décision comme ça, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, le film, c'est très en creux, mais montre bien qu'il cherche aussi d'autres possibilités. Mandel, que les Anglais attendent, et Mandel lui répond, et ça, la phrase, elle est dans les mémoires. C'est la phrase qu'il dit en disant, voilà, je ne serai pas cet homme-là pour ces raisons-là. Paul Reynaud,
qui s'effondre, qui s'effrite littéralement dans l'événement, et qui aurait pu incarner effectivement un gouvernement en exil. Et puis même, c'est pas dans le film, mais il fera appel, on le sait, parce que la lettre existe, De Gaulle va écrire au général Nogues, qui est le commandant des troupes françaises en Afrique du Nord, qui sont les réservoirs en fait de soldats qui auraient pu être envoyés. C'est tout son plan, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, c'est la France malgré tout, et donc on s'en servira pour renverser la situation. Et Nogues lui dit non, je ne serai pas derrière vous ni devant vous. Et il dit dans sa lettre, si vous acceptez, vous, général Nogues, d'envoyer les troupes d'Afrique du Nord, je me mettrai sous vos ordres. Et Nogues refuse. Et donc on voit bien qu'il n'y a personne, et donc il y va. C'est très étonnant. Et ça va vite, c'est quelques jours, ouais. C'est vraiment... Ça, je trouve que justement, dans à la fois la construction du film sur ces registres qui nouent comme ça l'histoire et l'intime, et en même temps sur la construction de la temporalité du film, c'est quelque chose qui est très très bien rendu. C'est-à-dire, justement, aussi, et ça rejoint cette idée de la décision, ce que vous avez dit aussi, monsieur, me paraît extrêmement éclairant, c'est-à-dire que cette décision, c'est une transgression énorme. Énorme, absolument. Et on sent que c'est certainement ça, un peu le cœur irradiant du film, j'ai envie de dire, sur les partis pris de ce que vous avez fait. Je trouve particulièrement intéressant, d'ailleurs, la manière dont vous filmez les allers-retours avec Londres. Parce que là aussi, finalement, ça rend concret, ça. Quelque chose on le sait, mais on n'imagine pas ce que ça veut dire. Et la solitude. Ce qui nous est apparu aussi, c'est la grande solitude. Et moi, j'ai demandé à l'opérateur qui fait l'image, je lui dis, voilà, réfléchissons à comment isoler le personnage dans les décors. Le filmer de telle façon qu'on sente cette solitude, ce vide autour de lui, cette solitude permanente autour de lui, parce qu'il en parle tout le temps dans ses mémoires. Et c'était le cas. Il est parti seul. Il est resté seul après le 18 juin, c'est-à-dire qu'il écrit son appel tout seul. C'est quand même énorme si on essaye de penser à ça. Je vous invite à le faire ce soir, c'est-à-dire se dire, voilà, je pars, je dis que j'incarne la France, mais je suis tout seul, dans un appartement qui n'est pas le sien, que son chef de cabinet lui prête, comme c'est montré dans le film, sans aucun contact. C'est très mystérieux quand même. Il y a quelque chose d'aussi indicible dans cette prise de décision auquel on ne peut pas donner de mots, parce que c'est tellement intime, cette décision. Alors moi je voulais d'abord bien sûr vous féliciter, ce film est extraordinaire, mais qu'est-ce que parlez dedans, madame. Ah bon, mais aussi toute l'émotion qu'on ressent. Et vraiment, effectivement, on connaissait De Gaulle rigide et tout ça, et vraiment cette émotion, on la ressent très bien dans votre film. Et je pense qu'effectivement, avec un succès comme ça, vous pourrez nous faire la suite. Oui. Merci. Merci. On attend. Vous filmez Lambert Wilson de profil très souvent, et d'ailleurs on le voit là sur l'affiche. Est-ce qu'il y a un parti pris de votre part, ou alors, parce qu'on voit beaucoup de photos de De Gaulle assez connues, on le voit de profil. Est-ce que c'est un hasard ou une volonté de votre part? Non, c'est pas un hasard. C'est que effectivement, dans le travail d'incarnation qui a été le sien avec les maquilleurs et les prothésistes, moi je redoutais qu'il disparaisse. Lambert Wilson sous un masque de silicone, je redoutais le musée Grévin, vous voyez, le masque de silicone. Et c'était possible. On pouvait avoir la tête de Gaulle. C'est tout à fait possible techniquement. Mais moi je me suis dit bon, est-ce qu'on va aller vers ça? C'est risqué. Je voudrais garder la sensibilité de l'acteur, le charme de l'acteur, le charisme, le regard. Par exemple, on a gardé les yeux bleus de Lambert Wilson, on savait que De Gaulle avait les yeux marrons. On a essayé des lentilles et ça éteignait totalement le regard. On était plus proche finalement du modèle, mais finalement plus loin de l'émotion, vous voyez. Et donc, ce chemin de crête, il fallait donner des éléments de ressemblance, mais pas le noyer ou le faire disparaître, lui, l'acteur. Et donc, et par contre, on s'est aperçu que dès qu'on était sur certains profils, il y avait quelque chose d'assez saisissant et de troublant. Et bien, donc on en a profité et on l'a régulièrement, effectivement, mis en scène de cette façon-là, mais pas tout le temps. Mais effectivement, les profils, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, sont particulièrement efficaces en termes de... On vous rappelle que c'est De Gaulle quand même, vous voyez. Deuxième petite question, je pense que Lambert Wilson a dû bien travailler sur la voix, parce que la voix de Gaulle est très caractéristique. Alors ça, c'était une option, évidemment, on y a réfléchi tout de suite, qui a été assez rapidement écartée, qui était celle de l'imitation.
parce que l'imitation de Gaulle nous aurait donné un film à la limite, je crois, du ridicule, parce que De Gaulle a une voix tellement particulière, et surtout de cette voix, nous n'en avons que des traces publiques. Donc il parle comme on parle à l'époque quand on fait un discours. On n'imagine pas De Gaulle et Yvonne se disant des mots d'amour comme s'ils parlaient, vous voyez ce que je veux dire, à une foule rassemblée. Donc on s'est dit non, on ne va pas aller là parce que c'est dangereux, ça va enlever de l'émotion. Et Lambert il a essayé des choses. Il avait quelque chose qui pouvait, mais c'était de l'imitation, et donc on n'était pas juste. Par contre, dans la rythmique des discours publics, les deux discours, celui du 18 juin et celui qui est l'embryon du 18 juin qu'on voit dans le chant au début du film, il a cherché dans le phrasé, dans la rythmique, quelque chose de proche. Mais sans jamais aller vers l'imitation, parce qu'en plus, moi je disais à Lambert, tu as une voix qui est intéressante, il a une très belle voix, enfin voilà. Encore une fois, c'est une interprétation. C'est pas un hologramme, c'est pas un clonage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un personnage historique joué par un acteur. Donc c'est un chemin qui est complexe et très très casse-gueule pour un comédien. Il a été un peu inconscient de le faire et lui-même se dit aujourd'hui, bon voilà, c'était difficile, mais il y est allé. À cet égard, la scène justement de l'enregistrement dans le champ, oui. Moi j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant d'un point de vue de cinéma, parce que d'un certain point de vue, c'est le moment où se cristallise aussi, pour nous spectateurs, quelque chose puisqu'on connaît tous, d'un certain point de vue, on a tous, quel que soit notre âge, entendu la voix de Gaulle, de la même manière que ce soit l'annonce de Pétain ou évidemment le discours du 18 juin, c'est des discours qu'on connaît quasiment tous, enfin en tout cas j'imagine. Et du coup, je trouve que d'avoir placé cette scène de l'enregistrement dans le champ, où il s'essaye à la radio, il y a quelque chose qui se produit, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, qui justement crée ce lien de représentation par le biais de l'acteur et tout ça que je trouve absolument passionnant en termes de alors d'abord, cinéma. cet enregistrement, c'est pas une invention, c'est-à-dire qu'il l'a fait pour la radio, pour la propagande militaire, il a enregistré. Et ça existe, on le trouve facilement sur Internet, alors pas l'enregistrement, mais le texte écrit. Donc nous, on a pris le texte écrit, c'est le seul endroit où on s'est autorisé à couper, parce qu'il est très long, et qu'on s'est dit au début du film, on ne va pas faire un texte, voilà, on va juste raconter qu'il a toutes ses idées bien en place. Et c'est vraiment la matrice du 18 juin. Alors on l'a un petit peu allégé, on a enlevé toutes les références à l'armée allemande, à la guerre mécanique, mais l'essentiel est là. Et effectivement, c'est là où c'est pas là où il le comprend, mais en tout cas, c'est là où dans le film, on dit qu'il a trouvé son arme, le micro, et surtout, ça pose le personnage comme un personnage politique. Pourquoi? Parce qu'à la base de la politique, il y a la parole, il y a le concept et il y a le discours. Ce n'est que ça. Après, il faut qu'il soit suivi des faits, sinon... Mais c'est intéressant de voir qu'il se bat déjà avec les mots. Il le dit à un moment donné, mes seules armes sont les mots. Et je trouve que c'est assez passionnant de réfléchir aussi comme ça à l'histoire. C'est-à-dire, au fond, les grands discours qui font bouger les choses, ce ne sont que des discours. Et ça peut faire bouger les choses. Lambert Wilson habite magnifiquement le personnage, il incarne totalement. C'était évident comme choix ou c'est un cheminement ou quand vous avez eu l'idée du film, c'était tout de suite associé à cet acteur-là? On s'est très vite interrogé quand on a écrit sur qui, parce qu'effectivement écrire un scénario pour le voir finir dans un tiroir, c'est toujours frustrant. Et un scénario sans acteur, ça n'existe pas, le film. Et donc on s'est dit qui? Et je vous invite à prendre 2 minutes et chercher. En fait, quand vous faites un casting, vous avez le personnage. Donc, personnage, il a 50 ans. Donc, un acteur entre 50 et 60 ans, parce qu'il y a une variable au cinéma qui permet de... Voilà. De Gaulle est grand, plus d'1m90, donc il faut qu'on ait un acteur grand. Lambert fait 1m88. Qu'il ait du charisme, qu'il ait des traits physiques assez forts sur lesquels on puisse s'appuyer pour construire notre personnage, et qu'il ait une certaine notoriété pour permettre aux producteurs d'aller chercher du financement. Eh bien, on peut réfléchir à haute voix tous. Vous pouvez proposer des noms. C'est pas non plus très fourni. Alors, on est arrivé, en plus de ses qualités d'acteur, évidemment, c'est pas simplement par soustraction qu'on y est arrivé, c'est aussi parce qu'on avait envie de cet acteur-là. On est arrivé, en fait, immédiatement à Lambert. Et quand je l'ai rencontré, ma grande appréhension, c'était qu'il dise non.
Parce que sinon, le film était fragilisé, forcément. J'avais pas de plan B. Vraiment, j'avais pas de plan B. Et j'en ai toujours pas. C'est-à-dire que j'essaye de voir tout le vivier d'acteurs français d'entre 50 et 60 ans. J'ai pas la solution. Et en plus, Lambert, il a ce goût pour la transformation. C'est un acteur à l'anglo-saxonne qui n'hésite pas à construire, à se transformer, à chercher. Et puis surtout, sa filmographie nous le prouve, c'est un acteur qui aime le romanesque, qui aime les grandes figures, qui aime, vous voyez, les grands personnages, qui n'est pas minimaliste. Et il fallait ça, il fallait cette forme de démesure aussi, qui vient de son... Voilà, que l'on associe à son parcours. On peut dire un mot aussi d'Isabelle Carré. Ah bah il faut. Oui, Isabelle Carré, alors là le champ était plus ouvert parce que Yvonne de Gaulle est moins représentée, moins fixée. Et on a très vite cheminé aussi vers elle parce qu'elle avait la sensibilité, évidemment les qualités artistiques, et puis cette forme de discrétion naturelle qui est aussi celle de son personnage. Bonjour, j'avais plusieurs questions. Tout d'abord, combien de temps ça vous a pris pour faire le film ? Et après, est-ce que c'est pas un film justement pour essayer de le partager aux plus jeunes comme moi, par exemple ? Justement, nous, on n'a pas connu tout ça, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on peut le retrouver, par exemple, à travers des livres ou des témoignages. Et donc, c'est un peu un moyen de justement transmettre cette mémoire et transmettre l'histoire aussi de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé. Alors, première partie de la question, ça a pris 8 semaines le tournage. Un tournage, c'est toujours très rapide parce que c'est évidemment beaucoup d'argent en jeu, parce que c'est des équipes, c'est des moyens, c'est des salaires, donc c'est 8 semaines. C'est très court. Ce qui est très très court. C'est très court pour un film. Très court pour un film. Pour un film d'histoire d'1h45, c'est... Ouais. Je peux vous dire qu'on n'a pas chômé, que j'ai une équipe technique béton, voilà. Et les acteurs, en fait, on va vite parce que les acteurs sont très bons, parce qu'ils ont leur texte, parce qu'ils savent quoi faire. On ne cherche pas sur le plateau, on tourne. Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'était l'économie. On ne pouvait pas faire autrement parce que le budget était confortable, mais il n'était pas... voilà. Et après, c'est 3 mois de montage. Donc, pour répondre à votre question sur la fabrication. Ensuite, moi, je suis content si beaucoup de jeunes le partagent. D'ailleurs, le film est proposé dans le cadre des collèges et des lycées. Et plus on le partagera, plus c'est intéressant. Parce qu'au fond, finalement, effectivement, c'est une histoire qui devient ancienne. Mais il ne faut pas que ce soit une langue morte, cette histoire-là. Parce qu'elle nous instruit pour aujourd'hui. Elle nous interroge pour aujourd'hui. Pour plein de raisons, on ne va pas en parler là, mais c'est un événement quand même considérable, cet appel à la résistance. Et je crois qu'il faut le méditer, il faut réfléchir pourquoi on le fait, d'où ça vient, et ainsi de suite. Et il faut le faire parce que moi j'ai fait une émission de radio la semaine dernière autour du film avec des collégiens. Ils étaient petits en même temps, ils étaient en 6e. Mais enfin, il y en avait une douzaine. La journaliste pose une question en disant « Qui connaît Charles de Gaulle ?» La moitié ne connaît pas, l'autre moitié connaît. Elle s'adresse à la moitié qui connaît. « C'est qui ?» Lève la main. C'est un aéroport. Et là, je me suis dit, ok, on va continuer à faire des films parce qu'il y a du boulot. L'autre moitié, donc finalement le dernier tiers, connaissait la résistance, etc. Il y en avait qui avaient quand même les éléments. Ils sont petits, hein, ils avaient 11 ans, ou 11 ans, c'est ça, en 6e. Donc on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est tout, c'est que ce n'est pas dans leur champ. Et si on ne transmet pas, évidemment, ça n'arrive plus puisque ça s'éloigne. Et quand on voit que, par exemple, la Seconde Guerre mondiale n'est plus au programme du lycée, parce qu'elle est au programme du collège, et donc on l'a supprimée du programme du lycée, alors qu'au lycée, moi je me souviens qu'on l'avait survolée au collège, et qu'au lycée, on approfondissait, et surtout on est plus mûr au lycée, on comprend mieux. Je trouve que de l'avoir supprimée, c'est fou, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous hein, sur ce point, parce que justement, c'est vraiment cette période, moi, qui me passionne personnellement, et donc, oui, cette année, c'est vraiment la dernière année où on étudie vraiment la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt les mémoires que vraiment ce qui s'est passé et les événements. Et même l'année dernière, on l'a vraiment survolé. On n'est pas allé vraiment dans les détails. Et puis c'est vrai quand on voit comment, effectivement, dans notre vie, enfin dans notre société, les montées des populismes, la montée des extrêmes, la reproduction, même si c'est très différent, mais quand même, c'est vrai qu'en se coupant de cette mémoire-là, on a du mal à comprendre finalement l'époque. Donc si on ne comprend pas, on est angoissé. Et... Enfin bon. Monsieur derrière là-bas. Félicitations d'abord pour le film, effectivement. Merci. On a beaucoup apprécié. Une remarque, faire parler Lambert Wilson en anglais
avec l'accent français tel qu'il a fait, c'était assez bizarre. Ouais. Mais bon, je pense que là aussi, vous avez cherché un peu d'histoire. Non, blague à part, vous avez souvent évoqué cet après-midi la difficulté, a priori, de trouver du financement. Et c'est un peu surprenant, sachant qu'effectivement, c'est un thème qui n'a jamais été abordé au cinéma, que vous avez des têtes d'affiche qui sont plutôt bankable. Et malgré ça, alors que la France est un pays de cinéma, vous avez eu du mal à réunir les fonds. Donc voilà, je voulais vous poser la question. C'est une question effectivement qu'on s'est posée parce que bon, oui, personnage structurant de notre vie politique encore, on vit dans des institutions voulues, pensées par De Gaulle, personnage historique de référence, le premier Français connu dans le monde avec Napoléon, et rien sur lui. Alors on arrive avec notre projet, avec notre vision, notre axe, qui est quand même, voilà, qui est une proposition en tout cas, avec des comédiens solides, et effectivement, en fait, les gens ne répondaient pas vraiment. Bon. Et donc on se dit, bon, on ne va pas le faire. Et puis le producteur a une idée que je trouve une idée de génie. Il s'est dit, bon, on va faire une photo avec Lambert qui avait accepté le projet. On va financer une séance de maquillage, de photographie, et on va faire une publication de lui en De Gaulle. Parce que c'est peut-être ça qui manque à ces décideurs, c'est le concret. Et donc on fait ça. Et le producteur achète une page dans une revue professionnelle du cinéma qui s'appelle Le Film Français. Et on fait la photo, et on publie la photo. Donc Lambert ressemble à De Gaulle, et on bluffe, hein, on dit De Gaulle en pré-production. C'est-à-dire qu'en pré-production, on va le faire, quoi. Plus rien ne nous arrête. Eh bien, c'est la vérité. Hein. Le lendemain, le téléphone a recommencé à sonner, et le producteur m'a dit, j'ai commencé à avoir mes rendez-vous avec des gens qu'on avait sollicités, qui avaient un peu mis ça sous la pile en disant, bon, ça va mourir de sa petite mort, et voilà. Et c'est cette photo, avec le scénario, avec tout ça, mais c'est la possibilité de dire « Ah oui, ça marche, ça ressemble à De Gaulle, donc ils vont pouvoir le faire et l'incarner », qui a commencé à déclencher du désir et des accompagnements et des partenariats. À quoi ça tient ? Ça tient à un certain esprit de trouver justement une manière de ne pas céder quand on vous dit non. C'est aussi. Ça. Oui, moi, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez complètement, vous avez minimisé vraiment au niveau du scénario tout ce qui était Troisième Reich, tout ce qui était montée du nazisme, etc., pour ne prendre en fait De Gaulle qu'entre avril et juin 40, enfin si j'ai bien vu le film. Ça, oui. Et pourquoi vous n'avez pas gardé ce ressort dramatique, fantastique de l'effroi que pouvait... Enfin, par rapport à un gouvernement qui était quand même informé de tout ce qu'il y avait comme horreur, comme exaction et tout ça, comment ça se passait en Allemagne et ailleurs. Et je vois par rapport au film qui a été tourné sur Churchill qu'il y a 1 an de ça, ou 1 an et demi en arrière, Les Heures Sombres, où là, on voit on est bien emmené pour comprendre pourquoi la position de Churchill contre Chamberlain, etc., par rapport à Hitler et par rapport au Reich. Et là, vous avez pris une option complètement différente. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, en fait. Ça m'intéresse au niveau de... voilà, comme cinéaste, comme metteur en scène et scénariste. J'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas beaucoup besoin, puisque vous le chargez vous-même de votre... Oui, mais alors, on n'a pas enlevé quoi que ce soit, mais c'est vrai que le film, on l'a circonscrit à une période. On l'a focalisé sur des personnages, et donc on n'est pas dans une vision panoramique ou documentaire qui permettrait effectivement d'exposer tous les tenants et les aboutissants. On a considéré qu'effectivement la culture, malgré tout, du public était suffisamment importante et construite. On sait très bien qui sont les méchants, pour pas avoir à refaire une leçon d'histoire qui aurait pu, qui est certes nécessaire, mais qui n'était pas notre propos. Notre propos, c'est comment lui se dresse et se construit par rapport à ça. Mais ça, c'est en creux. Alors évidemment, c'est pas forcément montré, mais parce que le film se situe du point de vue de nos protagonistes. On ne quitte pas elle, on ne quitte pas lui. Donc c'est vrai que c'était difficile d'aller raconter ce qui se passe en Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on a choisi un film très focalisé, très focalisé sur nos personnages. Churchill était très focalisé sur lui aussi, mais en même temps avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus politique en fait. Certainement. Nous, on a choisi une vision plus intimiste et au fond plus romanesque, mais effectivement, on est moins dans... voilà. Mais je pense que chacun l'a en tête, malgré tout. Mais les Allemands, d'ailleurs, on les voit très peu. Hein. On les voit dans les archives quand ils défilent dans Paris.
On les voit quand ils arrivent à Carantec, c'est un sidecar qui passe et qui provoque l'effroi. On les voit, ces jeunes gens, se baigner nus dans l'océan, qui sont à la fois ces jeunes gens presque innocents, presque naïfs, qui se baignent comme tous les jeunes gens l'été dans la mer, et qui en même temps sont très menaçants parce qu'il y a ce geste symbolique. On les voit dans le rêve d'Yvonne, souillant la maison, dans le cauchemar plutôt. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un film qui déploie cette partie-là de l'histoire. Ouais. Elle est en creux, voilà, c'est ce qu'on va dire, elle est dans le hors-champ. Elle est présente dans les dialogues quand même, elle est présente dans le... Voilà. Si je peux me permettre, il me semble aussi que le parti pris, justement, en repartant sur la séquence du cauchemar, on en revient à ce qu'on disait au début, le parti pris, c'est qu'est-ce que c'est aussi intimement que de prendre une décision. Donc du coup, je trouve que le film se place sur cette question un peu de l'intériorité des personnages, sans la dévoiler, mais en tout cas en nous par rapport aux heures sombres, où vous l'avez dit, là on est plus dans quelque chose qui va mettre en tension la politique, le discours, la géostratégie, etc., le moment. Voilà. Là, je trouve que justement, l'optique, me semble-t-il, du film est de travailler cette question-là, dont l'intervention de monsieur tout à l'heure nous montre aussi à quel point ce pas-là, qui est ce pas, cette transgression énorme à franchir, qui est de dire, voilà, je me jette dans le vide, se joue sur ce... Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez... Oui, et puis c'est aussi présent dans les discours de Churchill, hein, quand il dit, voilà, on a face à nous des dictatures... donc c'est quand même présent, voilà, c'est pas montré, mais c'est quand même présent dans le film, ça sous-tend quand même tout ça, évidemment, sinon il n'y aurait pas cette histoire. Mais votre question me perturbe, je vais y penser, peut-être que j'aurais dû... Oui, peut-être que j'aurais dû épaissir un peu cette partie-là, la rendre plus nette. Moi, je fais confiance au spectateur, en fait. C'est parce que c'est aussi au niveau dramatique, au niveau de comment le film se construit, que c'est un outil que vous pourriez utiliser. Enfin, c'est un outil fantastique. Oui, bien sûr. Mais on avait, dans une des versions du scénario, on avait même une dimension où Yvonne rencontrait, je vous dis tout ce qui n'a pas été tourné, elle rencontrait dans le bateau qui l'amène vers l'Angleterre un médecin allemand qui était en fuite. On avait trouvé cette idée de médecin qui lui racontait ce qu'était le plan Action 4, qui est le plan que les nazis mettent en place en Allemagne depuis 1935, je crois, pour éradiquer, entre guillemets, les enfants handicapés, et notamment les enfants trisomiques. Et ce médecin lui racontait ça, et là, ça racontait la barbarie de ce régime, au fond. Parce que quand on s'en prend comme ça à des... Enfin, voilà. Et Yvonne était totalement sidérée que ça puisse exister. Et ce médecin lui racontait ça. Et voilà, ça fait partie malheureusement des scènes qu'on a dû enlever, encore une fois, pour des histoires de temps, de production, etc., pour aller à l'essentiel du récit. Mais c'est vrai que ça aurait pu être plus présent. Moi, je voulais, je ne sais pas si ça marche, oui. Je voulais vous remercier d'avoir mis Yvonne, donc la femme de De Gaulle, bien en évidence, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui parlent des femmes de certains grands hommes. Bon, et je pense que même, ça devrait les milieux féministes devraient venir voir ce film. Faudrait peut-être mettre la tête d'Yvonne un peu plus grande sur l'affiche. Vous savez que je l'ai demandé. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de sujets de femmes, d'hommes importants, qui pourrait être abordé. Mais c'est pour ça que je disais qu'un film d'histoire, c'est aussi le reflet d'une époque. C'est-à-dire que je pense que cette vision-là, elle arrive aujourd'hui parce qu'on est tous dans sa... Voilà. Et que moi, je suis traversé de la même chose que vous. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui se fait différemment. Et c'était important parce que c'est un très beau personnage, je trouve, Yvonne, parce que, encore une fois, la dramaturgie du film ne fait que prendre la dramaturgie de la grande histoire. Rien n'est inventé, sa traversée de la France dans l'Exode avec ses 3 enfants, son rapport avec la petite Anne, le fait qu'elle saute dans le dernier bateau et que le précédent est écoulé, tout ça, c'est la vérité. Enfin, c'est ça qu'elle a traversé, et donc ça en fait une héroïne assez vaillante. Oui, pour revenir d'un mot sur la question politique, le film est très clair sur le temps de la capitulation. On sent bien, d'ailleurs, il y a une allusion, une phrase antisémite contre Mandel immédiatement. On sent que cette capitulation va aller vers un fascisme à la française. Et de l'autre côté, c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin de construire d'autres scènes pour qu'on comprenne ça avec le recul de l'histoire en plus. De l'autre côté, on a vraiment le sentiment
que De Gaulle est à Londres pour sauver la France. Je n'entends pas qu'il veut sauver aussi la République. Oui, c'est vrai. Il y a une phrase en creux quand même. Il y a une phrase en creux de... Il dit à Churchill que, j'ai pas la phrase exacte, mais il me semble que dans le dialogue avec Churchill, il explique que Pétain n'a de cesse de vouloir abattre la République. Il veut le pouvoir, il veut abattre la République. Il veut abattre la République. C'est juste un tout petit point, parce qu'on a beaucoup adoré le film, vraiment beaucoup. C'est juste cette question qui peut se poser, d'ailleurs aussi historiquement, sur l'importance pour De Gaulle de sa connaissance du nazisme, en fait. Pas d'un point de vue militaire. On entend bien le point de vue militaire, on n'entend pas assez... Pardon, juste ce petit bémol, ça me fait réfléchir, parce que d'aucuns l'ont mis en doute pendant même la résistance. C'est une vraie question de savoir... à partir de 58. Vous savez, quand Roosevelt, on lui amène des photos aériennes des camps en 1942, il n'y croit pas. C'est ça. Ou il ne veut pas y croire, mais il y a quelque chose d'incompréhensible dans ça. Parce que c'est inédit, parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de référence, parce que c'est monstrueux. Et donc même Roosevelt, en 1942, avec des photos aériennes des camps, on lui explique ce qui se passe dans les camps, et il dit « mais c'est pas possible, je n'y crois pas ». Donc en 1940, alors évidemment le régime est en place depuis 7 ans, ils savent très bien, je crois, ils savent très bien, évidemment. Mais si vous me donnez à réfléchir, j'ai envie de réécrire des choses maintenant, c'est terrible. De toute façon, un film, ce ne sont que des regrets, je vais vous dire. C'est du plaisir, mais c'est beaucoup de regrets parce qu'à chaque fois, vous dites « mais on aurait pu aller plus loin, on aurait pu… » Mais ça m'intéresse, moi ça m'intéresse parce que ce travail-là, et c'est pour ça que j'adore faire des rencontres, parce que c'est un moment, je vous le dis vraiment, dans la vie d'un film qui est un moment très structurant pour un réalisateur. C'est-à-dire que nous, on a fait notre travail, on s'est donné avec la pression économique, le tournage, le rapport aux acteurs, la complexité, ainsi de suite. Bon, ça va, on ne fait pas des opérations du cerveau, on fait un film, donc on va relativiser les choses. Voilà. Mais le rapport avec le public et les premières réactions, moi, me pousse toujours à réfléchir et à m'enrichir en me disant mais ce que les gens pensent ou ce qu'ils reçoivent, peut-être que là, effectivement, on n'a pas assez insisté, vous voyez. Et c'est très intéressant, cet échange. Il nous manque maintenant de connaître ce qu'a été la France libre elle-même. Parce que De Gaulle n'est pas resté seul. Très vite, il y a des gens qui l'ont rejoint. Des hommes importants même. Mais oui, non, mais il y a de très belles personnalités qui arrivent. Il y a René Cassin, que moi je trouve assez fascinant. René Cassin, que je trouve assez fascinant, qui est quand même le grand juriste qui va créer les statuts de la France libre. Il y a Leclerc, enfin il y a toute l'épopée. C'est ça. Et donc, c'est maintenant ça dont on a besoin. Une série. Mais je vous assure, il y a plein de choses. Et je crois qu'une série, les Anglais l'auraient fait. La série, les Anglais l'auraient fait. Je ne comprends pas pourquoi on le fait pas. De Gaulle. Oui. Comment ça s'est passé, voilà, parce que les rapports avec... Mais vous savez, si ce film peut, avec s'il peut déjà interroger, par exemple, la jeune génération et lui donner envie d'aller plus loin, lui donner envie d'ouvrir un bouquin, d'aller au musée de la France libre aux Invalides, vous voyez, d'approfondir, c'est déjà pas mal. Alors, peut-être parce que Gabriel doit repartir dans quelques minutes, est-ce qu'il y a une ultime question? Eh bien, écoutez, ce ne sera pas une question. Ce sera un très, très grand remerciement. Car je fais partie d'une génération qui a vécu petit avec Charles. Mon père, pour lui, c'était Charles. Et je ne connaissais pas cette partie de sa vie. Et Dieu sait si j'en ai lu des bouquins sur lui. Mais un grand merci. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci à vous. C'était très très bien, très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Gabriel Le Beaumain d'être venu comme ça un samedi après-midi avant de repartir. Soyez les ambassadeurs du film. Voilà, vous savez que on a besoin il est là. Et d'ailleurs, s'il y a des enseignants parmi vous qui veulent organiser des séances scolaires, nous on est toujours partants. Donc c'est très bien. Merci beaucoup Gabriel. Merci beaucoup. Merci à vous.